Eh ben, bonjour! Aujourd'hui, on découvre enfin, en essai un peu plus longue durée que le PHEV que vous avez découvert récemment, eh bien, le tout nouveau Opel Grandland en version électrique. Alors, cette version électrique, elle repose sur la toute nouvelle plateforme STLA Medium, qu'on retrouve déjà sur le Peugeot i3008, Peugeot 5008, et comme beaucoup d'autres véhicules de chez Stellantis sur le segment C, évidemment. Pas mal, non? C'est français. Donc on va revenir un peu faire le tour de son design parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Alors là c'est la version électrique, on commence tout de suite parce que sinon mon intro va être encore beaucoup trop longue. Donc, nous avons affaire aujourd'hui à la version 213 chevaux électrique, nouveau moteur, nouvelle batterie. Donc déjà, chez Opel, on nous promet une batterie plus fine au niveau du plancher pour gagner de la place en hauteur, mais aussi avoir un véhicule plus bas et offrir plus d'espace au niveau des jambes pour les passagers et le conducteur. Opel revient avec une nouvelle génération de Grandland qui s'énerve un peu par rapport à la version sortante, qui était très mou dans son dessin, même si je l'aimais bien, faut dire quand même. Donc on a un tout nouveau dessin, une toute nouvelle interprétation du design visor qu'on connaît bien chez Opel. Et donc ça se voit, je voulais commencer par l'arrière, parce que l'arrière c'est carrément la métamorphose. Alors avant de commencer par le design et tous les autres aspects de la voiture, on va commencer tout de suite par la fiche technique de cet Opel Grandland. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui changent un peu chez Opel. Place désormais à des versions hybrides, simples, hybrides rechargeables et 100% électriques. Toutes ces versions reposent sur la nouvelle plateforme STLA Medium et surtout Opel annonce avoir apporté un soin particulier au dynamisme de la voiture avec un amortissement sélectif via fréquence. Je te demande pardon? De plus, notre SUV allemand est conçu et construit directement dans les usines allemandes d'Opel. Du côté des dimensions, c'est la révolution pour l'Opel Grandland qui grandit de 17 cm en longueur. Il est désormais à 4,65 m de long, 1,93 m de large et surtout 1,66 m de haut. Alors aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est la version, on va dire, petite autonomie. Il va jusqu'à 523 km parce qu'on a une autre autonomie avec la même puissance, des batteries plus puissantes aux alentours de 98 kW qui annonce jusqu'à 585 km. Cette version à batterie de 73 kW net annonce jusqu'à 523 km d'autonomie avec un moteur de 213 chevaux pour 345 Nm. Alors vous attendez pas non plus à faire du Fast and Furious avec, parce que notre version aujourd'hui, elle annonce un 0 à 100 en seulement 9 secondes. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non plus. Et j'ai peut-être oublié un truc, pour les amateurs d'autobahn, 170 km/h en vitesse max. Alors ça va pas nous surprendre parce que Volvo le fait déjà, Renault aussi, les versions électriques vont jusqu'à 180 km/h. Après vous me direz, en France sur autoroute, logiquement on n'est pas censé aller au-dessus de 130 km/h, bien évidemment, parce que je vous vois, bande de petits coquinous. Côté recharge, le Grandland il annonce jusqu'à 160 kW en courant continu. Bon, alors moi j'ai fait l'essai, on va en reparler. Bon, je vous spoil un peu. Surtout avec une crête à 160 kW, notre SUV allemand il annonce quand même un 20-80% en moins de 30 minutes. Même Opel il s'est pas mouillé, genre mais moins de 30 minutes. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ça peut dire 25, 5, 27, 28, 29. Alors dans la réalité, c'est un peu plus. C'est légèrement un peu plus. Avant de commencer la partie design extérieur de la voiture et intérieur, sachez qu'aujourd'hui notre version qui est là profite d'un gris dit graphique opaque. Alors il vaut 990 €. Et ça fait cher le pot de peinture, mais on a le droit d'office, c'est d'office avec cette teinte, le toit noir contrasté. Bon, c'est pas tout au niveau de cette version, il y a 2-3 autres éléments que je dois vous dire, que j'ai évidemment oublié le temps qu'on en parle. Donc on a aussi un pack techno à 1600 €. Combien?
qui reprend l'affichage tête haute, mais aussi les caméras 360 et tout un tas d'autres équipements de vie à bord de la voiture. J'ai pas toute la liste parce que ça aurait été beaucoup trop long et je suis pas commercial chez Opel. Bon bah sachez qu'au total, notre version aujourd'hui coûte 44 980 €. Et ben je crois qu'on a tout dit sur la partie technique. On peut passer désormais à ce qui nous intéresse, le design. Il faudra être observateur pour se rendre compte que les choses ont évolué chez Opel. Non, je déconne, ça se voit. Ça se voit très clairement. Alors, on a quand même des petits clins d'œil à l'ancien design du Grand Land. On retrouve un feu ici plus épais que sur la malle. Moi, je trouve qu'il a un faux air de Saab. Je vous avais dit, il y a déjà un petit air de Saab 9.5, mais aussi du SUV Saab qu'on n'a pas connu, le 9.4X. Moi, je trouve qu'il y a un air. Alors, le dessin a évolué, évidemment, mais j'aime bien ce petit clin d'œil. Désormais, puisque Opel est chez Stellantis, de se rappeler de cette période GM où les Saab étaient des Opel rhabillés. Alors, on ne reviendra pas tout en détail sur Saab, parce que évidemment Saab adorait quand même modifier les voitures sans en parler à GM, mais ce n'est pas le sujet du jour. On retrouve un petit feu ici aussi de reflets en bas qui s'agrémente dans un dessin qui va avec le spoiler ici qui est en noir laqué, incluant le feu anti-brouillard et la plaque. Alors vous allez me dire, comment reconnaître dans la circulation le Grand Land? C'est assez simple. Ah non, il n'y a plus le Beats. Opel a décidé de changer avec la Green Innovation, place à des choses beaucoup plus simples, plus écologiques et plus durables. Donc déjà, la marque a arrêté tout chrome. Vous aurez beau chercher sur toute la voiture, il n'y a plus la trace d'un seul élément chromé. Donc ça passe déjà. Alors c'est la grande mode aussi, on enlève les logos à l'arrière. On retrouve un Opel en toutes lettres qui est illuminé la nuit avec les feux. Alors ce système de feu à l'arrière a un nom. C'est le Edge Light pour les feux arrière. Je vais finir comme à l'école à m'écrire les mots sur la main. Je trichais jamais à l'école, c'est ça le pire. Pour le reste, le Grand Land est désormais inscrit dans la carrosserie, un peu comme la Panda. Alors, au niveau du coffre, moi j'ai été un peu surpris, parce que c'est manuel. Et à pratiquement 45 000 €, je m'attendais quand même que ce soit automatique. Au niveau du profil, on a une voiture qui se montre assez dynamique, regardez. Je m'éloigne, mais on peut vraiment apprécier un design comme ça, qui part sur l'arrière, j'aime bien. On a des ailes assez marquées, on a cette ligne ici qui vient mourir dans la portière ou qui naît dans la portière et qui part comme ça jusqu'à sur la malle de coffre. On a ce montant C à façon aileron de requin qu'on connaît bien, qui vient de chez l'Astra. Le requin qui est un animal totem chez Opel, ce que vous vous rappelez, on retrouve caché un peu partout sur l'Opel Corsa le petit requin. Donc on a ce grand vitrage aussi là, fait de 3 vitres. Vraiment les choses sont très simples. Alors comme sur DS3, on n'a pas ici de joint en fait, ça glisse. En fait il est rentré sous la carrosserie pour alléger visuellement la voiture. Donc non, très peu de pièces de carrosserie, ça se limite à la plus grande simplicité. Alors les rouges, je les trouve quand même assez campés à l'extrémité de la plateforme et c'est du 20 pouces sur notre version. Donc on est quand même loin d'avoir une version bas de gamme. On est sur une version GS parce que vous avez 2 niveaux de finition chez Opel, édition et GS. Donc je trouve qu'Opel est loin quand même de se foutre un peu de notre gueule en termes d'équipement esthétique de la voiture. On retrouve évidemment, comme c'est un SUV, ces plastiques ici. Alors ici les plastiques sont pas bruts, c'est laqué. Attention quand même aux rayures. On retrouve aussi là des ailes qui sont travaillées avec ici un pincement de carrosserie au niveau du pneu. On a encore une autre ligne en fait qui part du pneu ici et qui fait comme ça le bas de la portière avant de remonter et qui va venir faire le lien avec le feu. On a aussi là le lien avec le phare. Alors vous allez me dire combien il a touché, est-ce qu'il suce Opel? Non, loin de ça. C'est pas mon genre en fait. Oh, arrêtez, enfin... Non, moi j'aime bien le Grand Land. Honnêtement, si je devais choisir entre 3008 et Grand Land, je prends le Grand Land. Au niveau du capot, là, vous avez une autre ligne qui va sous le vitrage, comme ça, et qui va jusqu'à ici, et qui remonte sur le vitrage. Bref, il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de recherche dans le design de la voiture. Moi, je trouve qu'on n'a pas une couleur qui le met beaucoup en évidence. On m'a dit, attention Guillaume, profites-en qu'il y a du soleil pour faire l'essai, parce que quand il fait moins beau, on voit moins les éléments de détail de la voiture. Bon, j'ai choisi un jour nuageux. Voilà. Allez, on termine avec la face avant. Beaucoup de choses aussi à dire, parce qu'on a une évolution de la calandre Visor qui est de la signature Opel. Alors là, Opel en parle comme
une évolution et qu'elle prend le nom désormais de Visor 3D. Mais alors, comment ça ? Eh bien parce que nous avons la nouvelle signature lumineuse d'Opel ici avec 3 bandes, les 2 petites plus la grande, mais elle qui va courir jusqu'au logo Opel, le fameux Blitz qui a été revu récemment, qui prend véritablement la forme d'un éclair. Donc cette calandre, c'est la grosse fierté d'Opel, 50 000 LED et donc avec un effet 3D. Alors de jour on ne le verra pas bien, on a une bande lumineuse, bande plastique ici, qui vient donner un peu de relief à la voiture. On retrouve cette ligne de carrosserie ici sur le capot qui va jusqu'à la calandre. Opel aime bien aussi parler du fait qu'on a une boussole. On sait où on va, on vise l'avenir. Design très lisse sur cette voiture malgré tout, même les détails de carrosserie. On a vraiment une voiture très très lisse. Donc on retrouve cette grande calandre noire qui fait des clins d'œil aux anciennes Opel qui avaient déjà ce style de calandre. On a ici une fausse entrée d'air. Moi j'y ai cru, mais non, c'est pas vrai. Moi ce que j'aime bien dans les détails de la voiture, c'est des plus, parce que c'est une version électrique. Oui, la PHEV aussi. Bon, en termes de design, moi j'aime beaucoup cette voiture. Je vous l'ai dit, il y a 2 minutes 30 à peu près. J'aime beaucoup par rapport au 3008 et ça se confirme. Vraiment, cette nouvelle identité Opel, pour moi, est une belle réussite. Il y a vraiment des choses très sympas. Au niveau du capot, on retrouve encore ici des plis de carrosserie qui font un peu bomber le capot. Et c'est bien parce que visuellement, ça apporte de la robustesse à la voiture, mais aussi pour se garer, parce qu'on voit à peu près où on a le bout du véhicule. Alors, les aléas des tournages, c'est aussi d'essayer d'ouvrir un capot. Et souvent, on me reproche de ne pas ouvrir les capots. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi là, j'ai vite plus voulu l'ouvrir. En fait, malgré ma force et ma détermination, il faut savoir un... Ah, d'accord. Alors il faut savoir que malgré ma force et ma détermination, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de filmer le capot, enfin ce qu'il y a sous le capot. Parce qu'en fait j'avais pas vu qu'il fallait appuyer 2 fois pour ouvrir le capot. Et donc avoir accès, à la salle des machines. Et là, je découvre quoi ? Il n'y a toujours pas de fringues. Et moi, je suis déçu. Je suis outré, je suis déçu. Déçu, dessus-dessous. Eh bien, nous voilà désormais à bord de la voiture. Je vais mettre le contact parce qu'il y a des choses à dire. Eh bien, on va commencer tout de suite par la sellerie de la voiture parce que on est super bien. Vraiment, je vous assure, on est trop bien installé à bord de la voiture. Déjà, on a des sièges ergonomiques qui ont été retravaillés avec des médecins. Il y aura donc moins de pression au niveau du coccyx parce que ça a été travaillé pour enlever les forces et donc avoir moins de coups de fatigue quand on est au volant de la voiture ou même passager du véhicule. Déjà, on a un très bon maintien au niveau latéral et même sur le côté, je trouve qu'il maintient super bien. On a aussi un réglage manuel là pour les genoux. On est bien dans cette voiture, on se sent super bien, franchement c'est top. Alors, si les sièges sont très confortables, Opel, faut qu'on se parle. Parce que je veux savoir pourquoi les sièges, ils sont manuels. Non mais, à 44 900 €, why ? Pourquoi ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Non, je suis déçu. Je suis déçu dessous. Mais heureusement, la voiture va se rattraper par une atmosphère, je trouve, beaucoup plus chaleureuse. Alors, c'est gris et noir, évidemment. Donc, si vous êtes dépressif, désolé. On retrouve quand même ici une sellerie en tissu avec une surpiqûre blanche qu'on retrouve aussi sur les sièges, avec un peu d'une texture un peu Alcantara quand même. Le volant, hexagonal, lui aussi. Je ne referai pas le coup de l'Austin Montenegro. Non, toujours pas. Allegro. Ça va être ma nouvelle passion de dire Austin Allegro. Qui est forme hexagonale et qui, pareil, reprend un design façon boussole. On a une flèche qui traverse le volant, horizontale et verticalement. Des boutons très simples au niveau des touches du volant. Alors, ils ont simplifié au maximum, vraiment dans cette volonté de faire du détox à bord de la voiture. Attendez, je parlais avant d'aborder les matières. Donc on retrouve du tissu un peu partout sur la console centrale. On a enfin un peu la fin du laqué à bord des voitures chez Opel. Donc on retrouve un insert un peu gris pailleté au milieu avec quelques rangements très bien fichus. Évidemment toujours les pièces de chez Stellantis qui proviennent de chez Peugeot. Et après, vraiment au niveau des matériaux, on a plutôt de la qualité. C'est bien construit, c'est bien assemblé. C'est vraiment très bien. Le haut de la console en tout cas est plutôt quali. Évidemment comme toujours, on a du plastique dur en bas, mais bon ça à la limite,
je m'en cogne. Et surtout, on retrouve un mobilier, puisqu'on n'a plus de boîte mécanique ou automatique sur une électrique. Donc ça a libéré un espace vide en dessous de la console centrale. On retrouve aussi un écran grand format 16 pouces pour l'infodivertissement qui est plutôt pas mal. Même si sur CarPlay, je regrette, on a 3/4 de l'écran dédié à CarPlay et puis un petit carré de 5 cm sur 5 cm dédié à rien, qui a juste marqué CarPlay. J'aurais aimé avoir d'autres options dessus, malheureusement. Et face au conducteur, on retrouve donc un écran de 10 pouces avec notre version techno, enfin le pack techno, l'affichage tête haute. Donc on retrouve le mode pur qui permet de libérer de l'espace au niveau de l'écran. Alors moi je suis moyennement séduit par cette option là. J'aime bien avoir ma consommation instantanée, ça l'enlève. Libre à nous de pouvoir personnaliser l'écran quand même, ça c'est un bon point. Personnalisation aussi de l'affichage tête haute. On a pas mal d'équipements bien, hein. On retrouve quand même quelques touches physiques sur la voiture, même si les 3/4 sont passés sur un effet un peu tactile. Bon, on n'a pas de retour didactique, donc heureusement. Et on a des boutons qui servent tout simplement de raccourci. Donc c'est très bien pour éviter de passer forcément sur l'écran tactile. Et autre petite critique, je trouve que l'écran, quand on est bien installé dans la voiture, il fait un peu loin. Je le trouve un peu éloigné, un peu mon regret dessus. Donc on retrouve après des touches très simples. Et chez Opel, on a aussi mis à disposition ce qu'on appelle la Pixel Box, le chargeur à induction qui peut être fermé et donc caché quand on a le téléphone dedans. Mais pour pas l'oublier, Opel a eu la bonne idée, le bon goût, d'y mettre une petite LED qui prévient si le téléphone charge ou pas et qui prévient quand on oublie le téléphone dedans. Pour le reste, on retrouve aussi un rangement ici qui est assez profond, qui va être assez pratique pour les deux occupants à l'avant évidemment. Donc non, on a aussi, attention, j'ai oublié de prévenir, sur les sièges ventilés et massants et chauffants selon le pack d'options. Moi je crois que sur celle-là je n'ai pas les sièges ventilés, je les ai juste chauffants et massants. Mais on est bien. Alors par contre, il faut qu'on parle d'un truc, l'appui-tête. Il est méga dur. Franchement à un moment donné je me suis fait avoir, je suis parti en arrière, j'ai fait waouh, j'ai un trauma crânien. Je l'ai trouvé extrêmement dur, je sais pas pourquoi. Là il est mou, mais là vraiment au milieu il est super dur. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Et je me suis dit, Guillaume, pense à leur dire parce que ce détail est vraiment très cool. Et il fallait que je vous le dise. Et du coup, j'ai oublié. Au niveau du dessin du mobilier, on retrouve les aérateurs ici et ici. Mais surtout, en fait, on a un aérateur juste là devant soi. Avec l'éclairage d'ambiance, hein, il fait le lien. Donc, petite plaquette aussi en plexi transparente. C'est très joli aussi le soir. On peut la personnaliser de différentes couleurs. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. On retrouve une buse d'aération qui est en fait très inspirée par le Renault Avantime. Et ça, c'est le genre de détail que j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit clin d'œil là à la marque DS Automobile et à Thierry Métroz. Parce qu'on le retrouve de mémoire sur DS9 et DS7. Peut-être sur DS numéro 8, je ne sais plus. Et donc, ce détail-là du Renault Avantime. Un détail qui fera plaisir à notre cher ami Laurent Schmitz. À l'arrière, c'est plutôt pas mal aussi. Regardez, le siège est réglé pour moi. J'ai de la place. J'ai de la place aussi au-dessus de la tête. Bon, alors là, on n'a pas le toit panoramique, mais on a de la place, vraiment. Alors, on profite aussi, à l'arrière de la voiture, 3 sièges indépendants. Hein, ça, c'est vraiment bien. 40, 20, 40. Très bon point. Mais on retrouve quand même un petit accoudoir pour voyager tranquillement avec des petits porte-gobelets. Non, on sera pas mal à bord de la voiture. Et donc, pour le reste, on a des sièges qui sont creusés au niveau du dossier, mais aussi de l'assise et qui ont donc ce motif façon siège avant de cette version GS, qui est propre à la GS. Donc, non, franchement, très très bien installé à bord de la voiture. On a vraiment le siège qui épouse le dos. Et pareil qu'à l'avant, les sièges ont été travaillés pour ne pas faire de point de pression au niveau du coccyx et donc soulager le haut du corps et apprécier tout simplement le voyage. On retrouve 2 petites pochettes de rangement, là, des petites aumônières. Petit rangement ici aussi, 2 points chargeurs là avec un autre rangement, accès à la clim. Non, c'est suffisant et c'est bien. On a un bon sens de l'accueil et surtout au niveau des jambes, je suis vraiment bien. Je n'ai pas de souci de ce côté-là. On peut les glisser forcément sous le siège. Ça a été bien travaillé pour offrir le maximum d'espace à l'arrière. Franchement, très bon point. Qualité de finition à bord, très agréable à l'arrière. Hein. Franchement, on est bien. Alors les jades, on va finir ce tour du propriétaire par la partie
coffre de la voiture, vous vous en doutez. Au niveau du volume de coffre, eh ben, c'est très bien, 545 litres. Parce que peu importe la version, que ce soit l'hybride rechargeable ou l'électrique, il n'y a aucune batterie sous le plancher. Donc, on a 545 litres avec un double fond. Et surtout, et c'est ça qui est bien, jusqu'à 1645 litres banquette rabattue. Je démarre évidemment par le terrain de jeu favori d'une voiture électrique, c'est la ville. Ouais, je me suis pas trop cassé la tête pour le coup. La voiture, franchement, elle brille par un certain confort et par son insonorisation. C'est ultra bien insonorisé. C'est franchement très confortable. On est vraiment bien derrière le volant du Grand Land. Alors les sièges, je ne sais plus déjà le nom, je crois que c'est Intellicit, ont été travaillés avec des médecins ergothérapeutes, je ne sais plus comment on dit. Je suis plus sûr de ce que je suis en train de vous dire. Je sais que je l'ai noté, mais j'ai déjà oublié. A few moments later. Puis alors, on peut aussi avoir, je commence aussi par là, on a aussi 3 modes de recharge sur le véhicule, enfin de récupération d'énergie. Donc on a un léger, un moyen et un fort. Là, je suis en fort, j'ai personne derrière moi, hop, je lâche. Et ça fait très très bien le taf. Et on va vérifier s'il s'arrête. Et je crois que je peux vous spoiler la réponse tout de suite. Non, on reste bloqué à 9 km/h. Il ne s'arrête donc pas. Moi, ce qui va aussi beaucoup m'impressionner avec ce Grand Land, eh ben, c'est sa consommation. Figurez-vous que ça ne consomme que dalle. Vraiment, c'est impressionnant au niveau de la consommation. Là, je suis en ville à 50, il me fait du 12 kW. Ah, alors, il va aussi chercher à recharger régulièrement. Et c'est un peu la différence que j'ai par rapport au 3008 que j'avais essayé il y a un an. C'est qu'en fait, dès qu'on essaie d'adapter un peu sa vitesse, il va en profiter pour recharger. Là, j'arrive à un Dodane, hop, direct, on a la récupération d'énergie qui va jusqu'à moins 50 kW. Et ça marche vraiment bien. Je l'ai fait sur l'autoroute avec une bonne grosse descente. Et souvent, quand on a les régulateurs de vitesse, bah, ça ne marche pas. Et bien là, ça marche. Même avec le régulateur, la voiture va chercher constamment à vouloir recharger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il n'y avait que le Xpeng qui m'avait fait ça. Le Volkswagen ID7 qu'on a essayé aussi sur un road trip de 1000 bornes ne l'avait pas fait. Et dès que j'accélère légèrement ou quoi que ce soit, si elle capte qu'elle peut basculer sur la récupération, elle va le faire. Je suis vraiment très étonné par cette méthode de fonctionnement. Alors là, je sors de ville, donc 213 chevaux, je me mets aux limitations, ça part. On a, alors j'ai pas le 0 à 100, il me semble avec cette version c'est 9 secondes. Moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On va tenter un petit déplacement. Et je suis pas en mode sport, hein. Je suis juste en mode normal. Alors imaginez si je bascule en mode sport. On va le faire. On est sur un SUV familial de 4,65 m et ça part super bien. Ah, il m'a dit vous roulez trop vite. Désactivation de la récupération d'énergie. Et pourtant, il se lance quand même pour récupérer de l'énergie. Donc non, c'est plutôt pas mal. Alors sachant que je fais l'essai à 80% de batterie, il m'a indiqué 390 au départ de chez moi. Hein. Là, j'ai déjà perdu 5 km. Mais vous voyez là, avec la phase de récupération que j'ai, eh ben, j'ai récupéré 2 km. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Alors, moi, je vais regretter 2-3 trucs. Comme souvent avec ce type de voiture, à force de vouloir faire des véhicules extrêmement technologiques, eh ben on n'est pas à l'abri de certains bugs. Typiquement, j'ai rencontré un dysfonctionnement, et je vous en reparlerai quand je sors la vidéo des 1000 km que je fais, comme toujours, hein, mon Paris-Lyon, en autoroute avec une voiture électrique. Et ben là, je me suis aperçu d'un gros bug sur la voiture, j'ai perdu les écrans. J'ai perdu le combiné et j'ai perdu l'infodivertissement. Plus rien n'a fonctionné, j'ai même failli faire une sortie de route, c'est vous dire, parce que je voulais comprendre ce qui se passait, parce que je suis un peu con, hein, l'humain veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Bon bah là j'ai voulu essayer de relancer un peu le système. Mon incrédulité s'est retournée contre moi, j'ai failli sortir de l'autoroute. Voilà, avec tout ce que ça inclut. Donc voilà, ça c'est petit bug. Il y a des moments aussi, quand elle est en régulateur ou qu'on est au-dessus de 110 km/h, elle va donner comme des à-coups. C'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments, dès qu'on lâche un peu l'accélérateur et elle ne sait pas trop comment se gérer, eh ben elle donne des à-coups. C'est dommage. Par contre, je laisse. Le système de récupération, il est juste dingue sur cette voiture. Son efficience, elle est incroyable. Je vais vous dire là combien je fais depuis que je roule. Eh ben, ma moyenne sur 563 km est de seulement 21 kW. Autre défaut que je vais lui reprocher, c'est sa direction. C'est pas flou,
mais c'est pas... on dirait qu'on a un angle d'attaque qui est quand même assez restreint. J'ai l'impression que je manque d'angle de braquage sur cette voiture. Alors j'ai pas trouvé les chiffres, mais je m'attends quand même légèrement à mieux. Parlons aussi un peu de la recharge de la voiture. Donc on est donné pour 160 kW et surtout un temps de recharge de 20 à 80 en seulement... c'est pas moins de 30 minutes. C'est pas précisé sur les documents d'Opel. Donc on sait juste que c'est en moins de 30 minutes. J'ai développé un don surnaturel. J'ai le pouvoir de divination. J'ai fait le test sur une borne à 300 kW. J'ai quand même mis, pour faire du 19-80%, 35 minutes. Alors au niveau de la batterie, on est sur 73 kWh et c'est net. Ça c'est un bon point parce que souvent on nous donne la donnée brute et donc du coup on a le souci de ne pas avoir le net et donc on déchante un peu quand on découvre véritablement la capacité de la batterie. Et vous voyez là, je suis sur une nationale, bon, je pense départementale plutôt, on va pas mentir, à 80 km/h. La voiture est super agréable, on est très bien amorti. Opel parle aussi d'un amortissement à fréquence, donc qui s'adapte selon les conditions de la route. Et franchement, c'est plutôt pas mal. On va prendre un tronçon de route que j'aime bien parce que ça monte, il y a des virages. On va pouvoir un peu tester dynamiquement ce Grand Land. Alors c'est parti. On va sortir de la ville, on va passer à 80. Alors, je vais passer en mode sport quand même. Soyons gourmands. Il n'y a pas de sous-virage, je suis étonné. Puis alors, elle recharge vraiment dès qu'on lâche un peu l'accélérateur. On a un petit bruit électrique derrière, je ne sais pas si on entendra le petit filet de bzzz. Non, écoutez, c'est que c'est pas mal. C'est que c'est pas mal pour un petit bessieux de 2 tonnes 2, de 213 chevaux surtout. La route se dégrade, il tient le pavé. Non, il se défend plutôt bien. Attention, on a un peu une épingle. Ah. Là, j'ai sorti du sous-virage. Et ben voilà, on arrive au terme de cette découverte longue durée. Alors, je vous dis longue durée, je l'ai eu 4 jours. J'ai trouvé très sympa. Alors, Opel parle aussi d'un côté dynamique. J'ai pas forcément trouvé de côté dynamique sur la voiture. Ça reste propre, hein, c'est chirurgical. On sent quand même qu'ils ont voulu faire une voiture allemande parce qu'Opel, au cas où, si vous l'aviez toujours pas compris, ce que je vous vois en commentaire venir me moquer d'Opel en disant ouais, Opel c'est du Peugeot, nanana. Mais oui, c'est du Peugeot parce qu'ils voulaient chez Stellantis une marque qui parle aux automobilistes nord-européens et la marque qu'on ne pouvait pas s'offrir, c'est Volkswagen, ils se sont pris Opel en se disant marque allemande, bonne réputation en Europe du Nord, et on rachète Opel et ça marche. Parce que Opel continue de très bien se vendre en Europe du Nord plutôt qu'en Europe du Sud, où c'est la place de Peugeot. Voilà, très confortable. Ça aussi, c'est le cheval de bataille d'Opel, d'offrir des voitures confortables et spacieuses. Et ce Grand Land, il le fait. Et je trouve même qu'il prend le dessus sur Peugeot. On a un véhicule beaucoup plus qualitatif, plus plaisant à l'œil. Alors, très discret, très sobre dans son dessin, évidemment. 213 chevaux, suffisant pour une version de tous les jours. Hein. On a une autre version plus puissante qui va arriver au catalogue prochainement. J'aimerais bien un jour que chez Stellantis, on installe un frein à l'avant. Ce serait un bon point, parce que beaucoup de constructeurs le font. Et Stellantis ne semble pas être au courant qu'on peut mettre un bac de rangement à l'avant de la voiture. Alors, je taxe souvent Stellantis à ce sujet-là, mais il y a encore beaucoup de constructeurs qui ne le font pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Grand Land, parce que très clairement, je vous le redis, je viens de vous le dire, pour moi, ce Grand Land, il est beaucoup mieux que le Peugeot 3008. Il va faire de l'ombre au 3008 pour moi. Alors, il n'a pas l'image de Peugeot en France, mais je pense que si on s'en fout, on s'en cogne de l'image d'Opel, parce qu'Opel reste quand même une marque populaire, malgré une grosse montée en gamme sur ce Grand Land, on commence vraiment à se réveiller chez Opel à vouloir faire des véhicules un peu plus hauts, et je pense que ce véhicule vous conviendra parfaitement si vous avez besoin d'un véhicule spacieux, et surtout son efficience qui m'a impressionné. Parce que je crois que depuis tout à l'heure, je vous parle de plein de trucs sauf de l'efficience. J'ai fait 21,4 kW avec cet essai, en plus depuis mon départ de Paris. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Guillaume et c'est ciao.